pour celles qui n'ont pas le choix. Et c'est bien là l'une des merveilles de ce système. L'érosion des économies et de l'environnement local contribue à fournir un ravitaillement constant de personnes qui n'ont pas d'autre choix. Chaque jour, 200 000 personnes dans le monde quittent les milieux qui les ont fait vivre pendant des générations pour aller habiter dans des bidonvilles et y chercher du travail. Vous voyez donc bien, ce ne sont pas seulement les ressources qui sont gaspillées, mais aussi les êtres humains. Des communautés entières sont gaspillées, mais aussi les êtres humains. Oui, les substances toxiques entrent et ressortent. De nombreuses substances toxiques quittent l'usine en tant que produit fini, mais encore plus en tant que produit semi-fini ou pollution, et c'est beaucoup de pollution. Aux États-Unis, l'industrie reconnaît qu'elle émet annuellement près de 1,8 million de tonnes de produits toxiques, et c'est probablement beaucoup plus que ce qu'elle a bien voulu admettre. Voilà donc une autre limite. Oui, qui veut voir et sentir près de 1,8 million de tonnes de produits toxiques par an? Alors que fait l'industrie? Elle déménage les usines outre-Atlantique. On pollue juste le territoire de quelqu'un d'autre. Pourtant, surprise, la pollution revient chez nous transportée par le vent. Qu'advient-il après que toutes ces ressources soient devenues des produits? Eh bien, ça arrive ici pour être distribué. Et en fait, la distribution signifie vendre toute cette camelote toxique et contaminée le plus rapidement possible. Le but à cette étape est de maintenir les prix bas, de pousser les gens à acheter et à faire circuler les stocks. Et comment on maintient les prix bas? C'est simple, il suffit de ne pas trop payer le personnel et ils lésinent aussi sur leur assurance maladie. On appelle cela l'externalisation des coûts. Cela signifie que les vrais coûts de production ne sont pas inclus dans les prix. En d'autres termes, nous ne payons pas le prix de ce que nous achetons. J'y pensais l'autre jour. Pendant que je marchais vers mon bureau, j'ai voulu écouter les infos. Je suis donc entrée dans un magasin. J'ai déniché cette cool petite radio à seulement 4,99 $. J'attendais patiemment dans la file en me demandant comment 4,99 $ pouvaient inclure tous les coûts de production de cette radio et la faire parvenir jusque dans mes mains. Le métal a sans doute été extrait d'une mine en Afrique du Sud, le pétrole tiré d'un puits en Irak, le plastique certainement fabriqué en Chine, et le tout assemblé par un enfant de 15 ans dans une maquiladora au Mexique. La somme de 4,99 $ n'a probablement même pas couvert le temps que cet objet a passé sur l'étagère avant que je ne l'achète, sans même vouloir parler du salaire du gars qui m'avait aidé à la choisir, ou encore les nombreux voyages par bateau et camion effectués par les pièces qui la composaient. C'est ainsi que j'ai compris que je n'avais pas payé le prix réel de cette radio, mais alors qui l'a payé? Ces personnes ont payé en perdant leurs ressources naturelles. Ces personnes ont payé en perdant la qualité de leur air qui a entraîné une augmentation des taux d'asthme et de cancer. Les enfants au Congo ont payé de leur avenir. 30% des enfants quittent l'école pour extraire le coltan, un minéral dont nous avons besoin pour nos gadgets. Ces gens ont même payé en couvrant eux-mêmes leur assurance de santé. Tout au long de cette chaîne, des gens ont été appelés à contribuer pour que je puisse acheter cet objet à 4,99 $ et aucune de ces contributions n'apparaît dans les livres comptables. C'est ce que je veux dire par les propriétaires externalisent leur véritable coût de production. Et cela nous ramène donc à la flèche d'or de la consommation. C'est le cœur du système, le moteur qui le propulse. C'est tellement important que protéger cette flèche est devenu la priorité des priorités de ces deux types. C'est pourquoi, après le 11 septembre, pendant que les Américains étaient sous le choc et que le président Bush avait pu suggérer bon nombre de choses appropriées à la situation, comme pleurer, prier, espérer, mais non, il nous a demandé de magasiner. Nous sommes devenus une nation de consommateurs. Être des consommateurs est devenu notre identité première. Pas des maires, des enseignants, des agriculteurs, mais des consommateurs. Le principal critère pour mesurer et prouver notre valeur est notre contribution à cette flèche. Combien nous consommons. Et pour consommer, ça, nous consommons. Nous achetons. Faites tourner les marchandises et pour tourner, elles tournent. Devinez quel pourcentage de l'ensemble de ces marchandises passées par ce système est toujours dans le produit ou en circulation 6 mois après la date de vente en Amérique du Nord. 50%? 20%? Non. 1%. 1. Autrement dit, 99% de ces choses que nous moissonnons, extrayons, traitons, transportons, 99% de ces trucs que nous faisons passer par ce système finissent à la poubelle dans les 6 mois. Maintenant, comment pouvons-nous gérer une planète avec un tel niveau de consommation de marchandises? Disons que ça n'a pas toujours été ainsi. L'Américain moyen consomme de nos jours 2 fois plus qu'il y a 50 ans. Demandez à votre grand-mère. En son temps, la bonne mesure, la préservation et l'épargne étaient valorisées. Alors comment en est-on arrivé là? Disons que ce n'est pas tombé du ciel, ça a été élaboré. Peu de temps après la Deuxième Guerre mondiale, ces gars cherchaient à relancer l'économie. Un analyste du commerce de détail, Victor Lobo, a formulé la solution qui est devenue la norme pour tout le système.
Il déclara: notre économie extrêmement productive requiert que la consommation devienne notre mode de vie, que nous transformions l'achat et l'utilisation des marchandises en des rituels, que nous recherchions notre satisfaction spirituelle, la satisfaction de notre ego dans la consommation. Le président du Conseil économique du président Eisenhower a déclaré que le but ultime de l'économie américaine est de produire plus de biens de consommation. Plus de biens de consommation? Notre but ultime? Non pas de fournir une couverture sociale, une instruction ou un système de transport sécurisé ou de la viabilité ou de l'équité? Comment ont-ils réussi à nous faire adhérer à ce programme avec tant d'enthousiasme? Deux de leurs stratégies les plus efficaces sont l'obsolescence planifiée et l'obsolescence perçue. L'obsolescence planifiée est un autre mot pour dire conçu pour la poubelle. Cela veut dire qu'ils confectionnent des trucs pour qu'ils deviennent inutilisables au plus vite. C'est bien évident avec ces choses comme les sacs plastiques et les verres de café, mais maintenant c'est aussi valable pour les gros trucs. Serpillères, DVD, appareils photo, même les barbecues, bref, tout, même les ordinateurs. Avez-vous remarqué que de nos jours, quand vous achetez un ordinateur, les technologies changent si vite qu'en seulement quelques années, ça devient une barrière à la communication? Je me posais des questions sur cela. J'ai donc ouvert mon ordinateur pour voir ce qui se trouvait à l'intérieur et j'ai pu apprendre que la pièce qui change chaque année est juste une toute petite pièce dans un coin. Seulement, vous ne pouvez pas juste changer cette seule pièce. Vous devez donc balancer le tout et en acheter un nouveau. Je lisais l'autre jour les journaux de conception industrielle des années 1950, quand l'obsolescence planifiée était en plein essor. Ces concepteurs sont tellement ouverts sur le sujet, ils discutent même de comment gâter les choses de façon à ce que les consommateurs continuent à avoir assez foi au produit au point d'aller en chercher un autre. Mais la chose ne se détruit pas si vite que ça, afin de maintenir la flèche en marche. Mais il y a également l'obsolescence perçue. L'obsolescence perçue nous persuade de jeter la chose même si elle est parfaitement utile. Comment arrive-t-il à faire cela? Eh bien, il change l'apparence de la chose. Donc, si vous aviez acheté votre truc il y a quelques années, tout le monde pourra dire que vous n'avez pas contribué récemment à cette flèche. Et puisque, pour montrer notre valeur, il faut y contribuer, cela peut être embarrassant. Par exemple, j'ai le même écran plat d'ordinateur depuis 5 ans. Ma collègue vient juste d'acquérir un nouvel ordinateur. Elle a un super joli écran plat qui se marie parfaitement avec son ordinateur, son téléphone et même son porte-stylo. Elle a l'air de conduire un navire au cœur de l'espace. Et moi, j'ai l'air d'avoir une machine à laver sur mon bureau. La mode en est une parfaite illustration. Est-ce que vous vous êtes demandé une fois pourquoi les talons des chaussures des femmes sont longs le temps d'une année et larges l'année suivante et ainsi de suite? C'est parce que porter des talons larges pendant une année où on est censé porter des talons fins montre que vous n'avez pas contribué à cette flèche récemment. Ainsi, vous n'avez pas autant de valeur que celui qui porte des talons fins à côté de vous. C'est pour vous pousser à acheter de nouvelles chaussures continuellement. La pub et les médias en général y jouent aussi un grand rôle. Chacun d'entre nous est ciblé avec plus de 3000 messages publicitaires par jour. Chacun de nous regarde plus de publicité au cours d'une année que les gens il y a 50 ans ne le faisaient durant toute leur vie. Quelle est l'utilité d'une pub si ce n'est de nous rendre insatisfaits de ce que nous possédons? 3000 fois par jour, on nous dit que nous sommes mal coiffés, notre peau est mal entretenue, nous sommes mal habillés, notre mobilier ne va pas, nos voitures ne vont pas, mais que nous pouvons arranger tout cela en allant faire du shopping. Les médias contribuent à cacher tout cela. Alors, la seule partie visible de cette économie matérialiste devient le shopping. L'extraction, la production, l'élimination des déchets, tout se passe dans notre dos. Ainsi, nous possédons plus de choses que jamais. Mais les sondages montrent que notre bonheur national diminue en fait. Notre bonheur national a atteint le sommet dans les années 1950 au moment où cette manie consumériste a explosé. Coïncidence intéressante. Je pense que je sais pourquoi nous avons plus de choses, mais nous avons moins de temps pour les choses qui nous rendent vraiment heureux. La famille, les amis, les loisirs. Nous travaillons plus dur que jamais. Certains analystes disent que nous avons moins de temps pour les loisirs que nos aïeux en avaient pendant la période féodale. Et savez-vous ce que sont les deux principales activités? Regarder la télé et faire des courses. Nous passons 3 à 4 fois plus d'heures à faire du shopping que nos homologues européens. Donc, nous sommes dans cette situation ridicule où nous nous rendons au travail et rentrons chez nous épuisés, que nous nous affalons sur notre nouveau canapé et regardons la télévision et les publicités nous disent « t'es nul ». Donc, nous devons aller au centre commercial pour acheter quelque chose qui nous aidera à mieux nous sentir, mais alors il nous faudra travailler encore plus pour payer les choses que nous venons d'acheter et nous rentrerons chez nous encore plus fatigués, ce que nous pourrions juste arrêter de faire. Mais en fait,